L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Camille Borin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous signez ce livre, Tu m'as laissé en vie, aux éditions du Cherche Midi, un livre que vous avez coécrit avec le journaliste Antoine Jandet. Oui. Le tu de Tu m'as laissé en vie s'adresse à votre mari qui n'est plus là. Il y a presque 2 ans, en octobre 2017, il s'est suicidé dans votre exploitation porcine. Vous aviez 24 ans, il en avait 31. C'est pour lever un tabou, dites-vous, que vous avez voulu écrire votre histoire, le tabou du suicide paysan. Oui, c'est ça. Le contexte, c'est une exploitation familiale dans la Somme, donc vous avez une 50aine de bêtes. Vous travaillez dans une économie qu'on appelle circulaire, c'est-à-dire que vous cultivez dans votre exploitation de quoi nourrir les bêtes. Une vie de labeur à deux que vous racontez dans cet ouvrage avec un ouvrier agricole avec lequel vous travaillez pour une somme de travail incommensurable pour quel revenu ? Pour notre revenu personnel, 300 € par mois pour 2 personnes. Voilà, ce qui en France correspond à une réalité. Un tiers des agriculteurs en France, oui. C'est-à-dire 130 000 agriculteurs, touchent 350 € par mois. Une demi-journée de repos par semaine. Et encore, dites-vous, pas de vacances, pas de sorties, en tout cas jamais très loin ni très longtemps. Vous êtes heureux pendant un temps et puis peu à peu votre mari perd pied face au surendettement qui a plusieurs causes, les aléas climatiques, une invasion de nuisibles et puis la crise du porc début 2017. Oui, c'est ça. Ça a été une période très compliquée. Le porc, ça fait toujours, comme on dit, le yo-yo. Et quand il y avait les rangs, on avait très peu de porc à faire sortir. Le prix était à un prix assez correct. Et dès que l'invasion des rats s'est terminée, on avait de plus en plus de cochons. Mais le prix s'est effondré. Voilà, à ce moment-là, début 2017, effectivement, le prix du kilo de porc baisse à peu près de 50 centimes par kilo, ce qui pour vous a un impact considérable. On passe de 1,48 à 1 € du kilo sans vraiment s'en rendre compte. Et puis là, on se dit que ça va être de plus en plus compliqué d'avancer, de payer les factures qu'on a à payer. Parce que vos charges à vous sont fixes. Oui, les charges sont lourdes, rien qu'en prélèvement et remboursement bancaire, on a 3 500 € par mois. Et à ça s'ajoutent toutes les factures de fournisseurs. Donc forcément, s'il y a des cochons mais que le prix n'est pas là, voilà, c'est un peu compliqué. Votre mari fait une première tentative de suicide, puis une seconde, donc en octobre 2017. À ce moment-là, vous dites « il ne s'est pas suicidé, ils l'ont tué ». C'est qui, il ? Le système, on est dans un système qui est très compliqué, des organismes bancaires, administratifs, très lourdes. C'est ça aussi. Beaucoup de mise aux normes, beaucoup de contrôle aussi. Je pense que c'est ça aussi qui touche profondément le moral des agriculteurs, d'être contrôlés au quotidien. Beaucoup de charges administratives aussi très lourdes. On travaille, mais derrière, on ne vit pas de son travail. Et c'est ça aussi qui pèse beaucoup sur tout leur moral. C'est ça le problème. Vous voyez peu à peu effectivement le moral de votre mari décliner. Des sonnettes d'alarme, vous en avez tiré pendant longtemps, oui, auprès de nombreuses personnes. De nombreuses personnes. Après, on a été très soutenus par l'association Solidarité Paysans, qui font vraiment un travail formidable. Mais s'ils ne sont pas aidés, c'est un peu compliqué d'avancer. Et forcément que si tout ce qui est chambre d'agriculture n'aide pas au maximum, c'est compliqué pour tout le monde, mais vraiment. La banque aussi refuse de vous accorder une avance sur l'aide de la PAC qui vous aurait permis de creuser un trou dans votre trésorerie. Elle ne vous l'a pas accordé et vous le racontez aussi dans votre livre. Elle l'a accordé, mais c'est arrivé trop tard. C'est arrivé trop tard grâce à l'aide d'un député. Grâce à l'aide d'un député, oui. C'est arrivé le lendemain. Vous écrivez l'industrie agroalimentaire profite des paysans et dupe le consommateur. Vous pouvez nous dire pourquoi ? Parce que c'est juste inadmissible que nous, éleveurs, on est payé à 1 €, 1,10 € du kilo, et que le consommateur va payer 8 €, 9 € du kilo, voire plus cher pour les morceaux les meilleurs à 17 €. J'ai déjà vu du filet mignon à 17 €, 19 € du kilo.
Et ça, c'est incroyable. Il y a un monde entre les éleveurs et le consommateur. Il y a trop d'intermédiaires. Et du coup, c'est ça qui nous met dedans. Les gens, ils croient qu'en achetant du porc à 8 ou 9 euros du kilo au supermarché, ça va dans nos poches. Mais non, nous, on est payé derrière 1 euro du kilo. Donc il y a un système qui est en place qui n'est pas le bon. Enfin, c'est mon avis personnel, qui n'est pas du tout qui n'est pas le bon. Il y a trop d'intermédiaires entre les éleveurs et les consommateurs. Votre histoire personnelle est terrible et malheureusement, elle n'est pas exceptionnelle. Ici, en France, on en parle très peu, mais un paysan se suicide tous les 2 jours. Et encore, dites-vous, ce chiffre est sous-estimé. Pour moi, oui, il est sous-estimé parce qu'il y a ceux qui font ça à leur domicile personnel. C'est pas comptabilisé comme accident du travail. Moi, malheureusement, c'est comptabilisé comme accident du travail. Je me suis battue pendant 1 an pour que ça soit reconnu comme tel, parce que ça a été fait dans un de nos bâtiments. Mais voilà, c'est pas normal. C'est pas normal de se battre pendant 1 an pour obtenir ce droit et cette reconnaissance, malheureusement, d'accident du travail. C'est-à-dire que l'agriculteur se suicide à cause de son travail. Peu à peu, la parole se libère. Il y a la vôtre dans ce livre, donc. Et puis demain va sortir ce film qui s'appelle Au nom de la terre, dans lequel Guillaume Canet joue le rôle du père du réalisateur, qui s'appelle Édouard Bergeon. Lui aussi était agriculteur et lui aussi a mis fin à ses jours à cause du surendettement. On va regarder un extrait de ce film et puis on se retrouve juste après. Merci. Et voilà le propriétaire des Grands Bois. Bon, l'important, c'est que ça reste dans la famille. Vas-y, là, c'est bon, là. Arrête tes conneries. Il n'y a plus de trésorerie, là. On est à sec. Monsieur Jargeau, les avoirs de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts. C'est quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos? On voit bien, là, votre nouveau bâtiment. Il y en a qui disent que ton père, il se la pète, hein. Pareil que t'es dans la merde. Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système, t'étais jusqu'au cou dans le système. Moi, au moins, j'étais libre. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Qui se démerde. Pour s'en sortir, t'as qu'une seule solution, c'est de partir. Moi, papa, je prendrai la suite au Grand Bois. Hein. C'est fini, les Grands Bois, si tu passais. Au nom de la terre, c'est donc un film qui sort demain. C'est un film, c'est une histoire vraie. Elle résonne avec la vôtre, évidemment. Oui, j'ai vu le film en avant-première sur Amiens. Ça m'a bouleversée, forcément, puisque plusieurs scènes sont réelles à ce que moi j'ai vécu personnellement. La fin n'est peut-être pas de la même manière, mais le mal est là quand même. Donc il y a 20 ans qui séparent le suicide du père d'Édouard Bergeon et la sortie de son film, et forcément que ça a un impact sur ma vie personnelle très importante, et c'est très bien. Il y a les problèmes économiques dont vous parlez évidemment dans votre livre, et le surendettement, c'est évidemment une réalité. Et puis il y a autre chose qui se superpose à ça, si on peut dire, ce sentiment de déconsidération qui joue aussi, dites-vous, sur ce malaise du monde paysan. C'est une honte de ne pas être bien, de ne pas réussir à vivre de son travail. Il faut se mettre à la place de l'éleveur qui travaille du lundi au dimanche non-stop et qui n'arrive pas à gagner sa vie. Et l'effet de ne pas être aidé, il va pas le dire. Mais lui, il va plus penser que c'est lui qui fait mal son travail puisqu'il n'arrive pas à se tirer de salaire, il n'arrive pas à payer ses factures. C'est juste qu'on est dans un système qui va de plus en plus mal, sans aide réelle. Et du coup, c'est très compliqué de faire face à ça. Vous écrivez qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des aides qu'on donne aux agriculteurs. On nous envie la PAC, la politique agricole commune, qui est dans les faits censée aider les agriculteurs, mais en réalité, on n'en vit pas. Non, on n'en vit pas. Cette aide PAC qui est utile est touchée par l'agriculteur une fois par an. Donc il faut qu'ils vivent il y a 12 mois dans une année, hein, on ne vit pas qu'avec 1 mois. Donc il faut tenir 11 autres mois et c'est compliqué. Et ça, du coup, les gens, je pense qu'ils croient qu'on touche des millions, mais c'est strictement faux. On touche une aide par rapport aux hectares qu'on a, pour certains par rapport à leur élevage. Mais c'est pas ça qui nous fait vivre. Aujourd'hui, ce qui fera vivre un agriculteur, c'est son prix. Sauf que le prix n'est pas là, peu importe dans quel domaine d'élevage on est.
Et c'est ça qu'il faut changer, c'est ce système-là. Il y a quelque chose d'assez paradoxal. Les Français sont plutôt fiers de leur campagne, de leurs agriculteurs. Alors vous racontez que vous n'aimez pas aller au salon de l'agriculture parce que c'est sans doute trop parisien. Mais les faits sont là. Les Français sont fiers de ce terroir-là. Et d'un autre côté, on entend effectivement beaucoup depuis des mois ce que vous appelez l'agribashing, ce procédé qui viserait à rendre les agriculteurs responsables de la contamination des sols, de la pollution des sols, d'une certaine façon de la malbouffe. Oui, c'est ça. On est responsable de tout. Si on nous voit dans un champ avec notre pulvé, on pollue, c'est à cause de nous que des enfants ou des gens sont malades, mais c'est faux, c'est de l'agriculture raisonnée. On traite une plante malade. Donc je trouve ça quand même inadmissible de s'en prendre à nous comme ça. Par contre, quand eux, ils ont un gros souci, là, on sait nous trouver. Et je trouve que du coup, c'est pas vraiment réaliste du tout par rapport au travail qu'on fait. On n'est pas reconnu vraiment du travail qu'on fait pour moi. Quand vous voyez des maires, par exemple, qui prennent des arrêtés pour interdire l'usage de pesticides à une distance proche de leur commune, qu'est-ce que ça vous... Les champs, ils étaient là avant. Hein. Donc, c'est comme les gens qui vont habiter près d'une exploitation. L'exploitation, elle est déjà là. Donc, ils le savent très bien que ça va faire du bruit, que l'éleveur, il va se lever à 6h30 du matin pour aller traire ses vaches, que ça va faire du bruit. Donc, quand je vois dans les journaux des procédures au tribunal pour proximité de la ferme était là bien avant qu'eux viennent habiter ici. Et je trouve même ça inadmissible que des fois le tribunal donne raison à ces gens-là. Parmi les solutions que vous évoquez dans votre livre, également par Édouard Bergeon à l'occasion de la sortie de son film, il y a le fait de revenir sur des circuits courts. Oui. J'écoutais Édouard Bergeon dire qu'en fait, dans sa ferme, pendant des années, il ne voyait personne. C'est-à-dire qu'on a perdu complètement le lien entre l'agriculteur et le consommateur qui ne vient plus dans la ferme, non seulement pour voir ce que c'est que la réalité d'une exploitation, mais aussi pour y faire ses courses. Est-ce que la solution, elle n'est pas là, couper les intermédiaires et essayer de revenir à quelque chose un lien plus réel? Oui, pour ceux qui peuvent se le permettre de faire de la vente directe, c'est très bien. C'est très bien. Après, c'est un investissement. Donc il faut voir aussi niveau financement si c'est possible. Il y a les consommateurs qui ont les moyens d'acheter à un prix comme ça. Il y en a malheureusement, ils n'ont pas les moyens et ça, il faut y penser. Mais oui, je pense que c'est la solution aujourd'hui de revenir à un circuit court et il a raison quand il dit ça. Mais il a aussi raison quand il dit qu'on ne voit personne parce que c'est la réalité. Si on n'a pas notre technicien de terre qui passe nous voir pour faire un tour de plaine, l'agriculteur est tout seul et isolé, tout seul, il ne voit personne. La question est sans doute facile à poser après coup, mais pourquoi ne pas avoir arrêté? Je pense que c'est compliqué dans la tête d'un agriculteur de tout arrêter du jour au lendemain. Moi, le matin de sa mort, il me l'a dit qu'il ne voulait plus être agriculteur. Est-ce qu'il le pensait vraiment ou pas? Je peux pas l'affirmer. Mais quand c'est une exploitation qui vient de son grand-père, de son père, c'est compliqué. C'est la honte aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut briser, ce tabou de honte. C'est pas une honte d'arrêter parce que c'est pas qu'on n'y arrive pas, c'est que le système fait qu'on n'arrive pas à en vivre, on n'arrive pas à payer nos factures. Mais c'est pas une honte, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est enfermé dans une bulle. Et pour eux, c'est vraiment une honte. Moi, mon mari se sentait bon à rien, vraiment, de pas réussir à payer les factures tous les mois. Mais s'il n'y a pas le prix, on peut pas y arriver. Un artisan, lui, fait son prix à son compte. Sauf que nous, on travaille à notre compte, mais ce n'est pas nous qui fixons nos prix. Donc c'est là aussi le réel problème. Merci beaucoup, merci Camille Borin, d'être venue ce matin à nous parler de votre histoire que vous racontez dans ce livre. Donc, Tu m'as laissé en vie, aux éditions du Cherche Midi, que vous avez coécrit avec le journaliste Antoine Jandet. Merci. Merci.